Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, aujourd'hui, Yves Carluer nous reçoit gentiment chez lui pour nous parler de ses différentes techniques et la manière dont il pratique au quotidien avec ses clients. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec lui un sujet un petit peu particulier et c'est d'ailleurs le sujet sur lequel on s'est rencontrés, Yves et moi-même, au moment où je m'interrogeais plus particulièrement sur la différence qu'il existait entre la méditation et l'hypnose. Alors, bonjour Yves à nouveau. Bonjour Franck. Je viens là te poser une question à laquelle tu avais gentiment bien voulu me répondre, ou en tout cas à laquelle tu avais bien voulu participer lorsque j'avais posé cette question un petit peu comme ça à la cantonade. Quelle est la différence entre la méditation et l'hypnose? Et ta réponse en fait a fait que c'est ça qui nous a fait nous rencontrer au tout début parce qu'on a vraiment complètement accroché là-dessus. Est-ce que tu serais d'accord pour reformuler ça, mais sous la vidéo pour les différentes personnes qui nous regardent? Allons-y. Alors, c'est ma version, c'est ma vision Oui, tout à fait. de l'hypnose et de la méditation. Pour moi, l'hypnose, c'est l'utilisation du langage. On va créer tout un tas de choses, des sensations, des images, etc., avec des mots. Le but d'une séance, on doit travailler et le préciser sur un objectif. Donc il y a une façon très aristotélicienne, je crois, c'est le mot, hein, Oui, complètement. de définir l'objectif pour le préciser, parce qu'en général on utilise le langage d'une façon très superficielle. Hein. Là on va approfondir et voir au plus profond de nous ce qu'on veut. Quelquefois on est surpris parce que l'objectif sur lequel on débouche n'est pas forcément celui du début. La méditation, a priori, il y a plein de formes de méditation. Moi, j'ai commencé par le Zen Soto, et puis après différentes formes de méditation tibétaine, bouddhiste tibétaine et taoïste, etc. C'est aussi une forme de pratique qui peut utiliser des mots, mais surtout des images, en fait, l'intention. Il n'y a pas d'objectif de séance. On va simplement être dans l'état d'esprit où on ne va pas chercher à créer quelque chose, mais à retrouver quelque chose qui est au plus profond de chaque humain. Donc on a d'un côté l'hypnose qui va travailler avec un objectif, utiliser des mots, et de l'autre côté des pratiques qui vont impliquer directement le corps dans des positions, des systèmes respiratoires, etc., des visualisations, où on a l'impression que c'est quelque chose de mystico machin chose, hein, le mot méditation, c'est... En fait, le mot lui-même, méditation, que ce soit en hindi ou en tibétain, par exemple, ça signifie entraînement, mise en place d'une habitude. Donc il y a le lien, il y a un lien en tout cas entre l'hypnose et puis la méditation, c'est-à-dire qu'en hypnose, on va amener la personne à comprendre qu'elle a le choix. Elle avait mis en place une habitude, parce que souvent on fonctionne avec plein d'habitudes, et l'inconscient est là justement pour nous aider, parce que quand on apprend à faire quelque chose, on répète, et il va automatiser tout ce qu'il peut automatiser pour nous aider. Quand on apprend à conduire, par exemple, etc. Bon. Donc c'est création d'une habitude. Et c'est ce qu'on fait en hypnose, mais c'est ce qu'on fait en méditation. Et on utilise effectivement des états modifiés de conscience. La seule différence, c'est qu'en méditation, ça met du temps, beaucoup de temps, avant de rentrer dans l'état global prédisposé, en fait, pour arriver à avoir une véritable méditation, comme les moines zen ou les lamas tibétains. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est d'allier les deux. Et pendant un moment, il y a quelques temps déjà, j'ai eu l'impression que l'Orient et l'Occident étaient en train de se rapprocher, qu'il y avait quelque chose qui se passait, et j'ai fini par me rendre compte que ça se passait en moi, en fait. D'accord. Et c'est ce lien qui s'est fait en se disant il n'y a pas d'opposition entre les deux. En fait, on peut utiliser effectivement le langage, parce qu'en réutilisant la technique de Gaston Brosseau dont on a parlé précédemment, on se met dans la situation. Le mieux au début, c'est quand on est guidé, parce que c'est plus facile, on n'a rien à faire vraiment. Complètement. Voilà. Et après, c'est une habitude qui est prise, et une fois que c'est pris, eh ben, on peut le faire tout seul. Et on ne fait rien, on se dit au début qu'on ne fait rien,
Et on ne cherche même pas à prendre de la distance par rapport à nos pensées, etc. Et on finit par créer un espace psychologique tel que petit à petit, on va se dissocier des pensées, on va se dissocier de nos sensations physiques ou de nos émotions, parce qu'on se rend compte qu'on les perçoit. Et là, il y a une question intéressante, c'est qui perçoit. Donc tout le travail est là. Qui à l'intérieur de nous. Voilà. Est-ce que c'est l'inconscient? Est-ce que c'est le conscient? Est-ce que c'est les différentes parties en fonction des différentes écoles, hein, j'entends les différentes écoles de pratique, qui entend, qui perçoit, qui est en train de faire quoi? C'est vraiment ça la question. Alors, c'est amusant que tu parles de ça parce que ça me renvoie en fait à une rencontre que j'avais eu la chance d'avoir avec Mathieu Ricard, le traducteur officiel du Dalai Lama, qui est lui-même moine tibétain. Et lors d'une de ses conférences, il expliquait ce que c'était que la méditation, notamment là, à ce moment-là évidemment, la méditation bouddhiste. Et lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger à la fin de sa conférence, c'était amusant parce que je lui posais la question à lui aussi, quelle est la différence, en tout cas pour lui, hein, comment il perçoit la différence entre l'hypnose et la méditation. Et évidemment, avec beaucoup d'humilité, m'avait répondu « je ne peux pas répondre à la question ». Alors du coup, c'était assez amusant, tout simplement parce qu'il m'a répondu qu'il ne connaissait pas l'hypnose. Donc du coup, n'avait pas de moyens, n'avait pas d'outils de comparaison. Et c'est là où l'échange est devenu réellement intéressant, puisqu'à ce moment-là, il s'y est intéressé. Et lorsque je l'écoutais, lorsqu'il m'écoutait, on était vraiment en train de se rendre compte qu'en fait, on utilisait les mêmes termes, complètement les mêmes structures. Et cette notion d'hypnose, cette notion de méditation bouddhiste, se dissocier peut-être à un moment lorsque en méditation on va s'unifier sur une seule émotion, alors qu'en hypnose on va plutôt se diriger vers un objectif, on va plutôt remplir l'esprit d'un certain nombre de ressources, ou à la recherche d'un certain nombre de ressources, et en méditation on va plutôt aller chercher une sorte de silence intérieur, ou alors l'unification vers une émotion, que ce soit la gratitude, le contentement, la satisfaction, enfin en tout cas une émotion particulière. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu abordes en fait? Oui, parce que en fait, une fois, dans toutes les grandes traditions, la première chose qui est, toutes les techniques, les pratiques, visent à créer un calme, à la fois physique et mental, et on arrive progressivement à la vacuité. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ne plus penser. Simplement, il y a une image dans le zen qui dit que quand on lâche une vache dans un pré gigantesque, au début elle court dans tous les sens, et puis à un moment elle finit par s'arrêter, elle se pose. Et l'esprit c'est la même chose. Une fois qu'on a pris conscience que nous ne sommes pas nos pensées, eh bien à un moment on est là, on est simplement perception. Et là c'est la vacuité, parce que tant qu'il y a des pensées, il y a donc des émotions secondaires. En psychologie, c'est les émotions qui ont reçu une connotation. Un enfant, lui, tant que le langage n'est pas en place, il éprouve des émotions primaires. C'est-à-dire qu'un enfant d'1 an et demi, ça a été démontré il n'y a pas longtemps par des neurobiologistes, enfin neurosciences, c'est un véritable médium. Il décrypte instantanément l'adulte qui est en face de lui. Et ce sont ces fameuses émotions. L'émotion, en fait, elle a une durée de vie naturelle d'1 minute et demie. Elle s'amortit naturellement comme ça. Si elle dure, c'est qu'il y a une connotation qui l'entretient. Et ça a un but. Hein. Il y a une intention positive derrière, ça c'est dans notre jargon d'hypno. Oui, c'est ça. Bon. Mais prendre conscience de tout ça, ça nous amène dans un état de présence, en fait. Et après, effectivement, on peut travailler sur différentes choses. Comme Chenrezig, qui est le bodhisattva d'amour et de compassion, il a certaines caractéristiques, et là on s'aperçoit que toutes les grandes traditions parlent de la même chose différemment. Par exemple, dans le soufisme, un des fondateurs, Maulana Rumi, disait « L'homme est regard, tout ce qu'il contemple, il le devient ». Donc, si vous passez votre temps à vous dire « j'ai encore des factures, merde, et puis ça s'accumule, etc. », effectivement, là, vous allez vous retrouver dans un enfer, parce que c'est un enfer que vous créez vous-même. Alors, on peut dire c'est facile, mais justement, ne faites rien. À un moment, permettez-vous des pauses.
Quel est le lien que tu fais ça avec la structure un petit peu tendance en ce moment autour notamment du secret, la notion de la loi d'attraction, etc. Des choses qui sont relativement modernes, en tout cas dans la conversation aujourd'hui en développement personnel, et ce que tu es en train de nous présenter qui est bien plus ancien, en tout cas bien plus ancien en termes de présentation. Et quel est le lien que tu fais entre les deux? Alors ça, oui, c'est pas simple à répondre, il y a tellement de choses possibles à dire. J'ai l'impression que la loi d'attraction, c'est une présentation, moi j'ai vu un film à l'américaine, alors je sais que ça peut gêner effectivement certaines personnes parce qu'il y a un côté Hollywood comme ça, et il manque des choses. Il manque justement cette notion de présence, et on ne parle pas assez de l'intention. Parce que l'intention, quand on regarde déjà, que ce soit, je crois que c'est Bergson, et puis bien d'autres, qui parlaient d'intentionnalité, etc., ils ramènent ça effectivement à la pulsion de vie. C'est la vie qui s'exprime même au travers des pensées. À tous les niveaux. La notion essentielle. Voilà, notion essentielle. Ça, on l'a tous. Mais si on pense qu'on est malade, si par exemple votre médecin vous dit vous avez telle maladie, ah mince, si une personne me dit ça, je dis bon, elle est à vous. Et vous l'avez trouvée où? Ça m'intéresse parce que, vous voyez, alors, est-ce qu'elle est vraiment à vous? Non, c'est un état transitoire. On ne parle pas de faire des miracles, c'est simplement relativiser l'utilisation du langage qui induit des conséquences. Quand on utilise le langage, vous avez un cancer, ah bon, donc je suis cancéreux, ah bon, c'est un drôle de nom, vous appelez vraiment je suis cancéreux? Moi je m'appelle Franck. Voilà. Donc c'est ça, tu vois, bon, tu fais répéter en disant vous êtes sûr, vous appelez vraiment Franck? Ça a l'air anodin comme ça, on peut dire il raconte des conneries ce type. Mais en fait, si on finit par croire qu'on a un cancer, il y a une validation interne qui se produit et qui ne facilite pas le changement. Par contre, si on se dit, comme une amie a dit un jour à son médecin, ah non, il n'est pas à moi, c'est vous qui l'avez trouvé, vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'en veux pas. Ben, je trouve ça plein de vie. Oui. Parce que le rapport à la maladie est différent. C'est un état transitoire qui est cohérent, effectivement, parce qu'il y a un niveau énergétique, une organisation énergétique particulière qui correspond à cette maladie, mais c'est pas verrouillé, c'est pas inéluctable. C'est ce qui explique d'ailleurs des cas de guérison spontanée. Par exemple, les placebos. Quand je vois des gens réagir en disant bon, c'est placebo, ah, caca, mais en fait ça pose quand même une sacrée question. Comment une matière qui est totalement inerte peut produire un changement dans un être humain et le guérir? C'est quand même hallucinant de ne pas aller voir ce qui se passe là, de ce côté-là. Voilà. Donc l'idée en fait, au niveau de ta pratique, c'est donc d'associer hypnose, méditation, considérant vraiment que les deux ont une réelle manière d'exister, oui, de manière complémentaire. Et est-ce que tu as des petites astuces, des choses un petit peu intéressantes que tu pourrais partager avec nous pour apprendre rapidement comme ça à faire un petit peu de méditation? Alors je reprends le truc de Brosseau justement, c'est la présence, c'est être simplement. Si on est ailleurs dans ses pensées ou dans ses émotions, on ne va pas percevoir ce qui se passe réellement. On n'est pas vivant dans le plein sens du terme. Et là, on risque beaucoup, parce qu'on est dans notre fonctionnement relatif, et on va rentrer dans un système de réaction. C'est-à-dire que le monde va s'ingénier à nous prouver qu'on a raison de le voir de cette façon-là. Mais en fait, on est à la source de ça. L'idée de pratiquer justement cet état particulier d'attention, c'est par exemple quand 9 fois par jour environ, on rentre dans des états modifiés de conscience naturellement. À ce moment-là, au lieu de se laisser aller à des pensées morbides ou de destruction ou d'autodestruction, à ce moment-là, si on a des difficultés de relation, par exemple, avec des collègues de bureau, eh ben on peut en profiter pour visualiser comment ça pourrait bien se passer.
on ne cherche pas à changer les autres. On travaille sur soi et on change déjà l'imagerie interne. Et une fois que l'inconscient a compris ce qu'on veut, lui, il va changer des trucs naturellement. Et l'inconscient des collègues va réagir à ça. Et ça va être presque magique, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Me changer a de l'impact sur mon environnement. Voilà. Chercher à changer le monde, c'est bien, mais travailler d'abord sur soi. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une notion importante, c'est cette notion de djihad, la guerre sainte. C'est la guerre contre notre propre stupidité. Ça, c'est important à comprendre. C'est le message initial qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions religieuses. Mais là, l'accent est mis justement, c'est une véritable guerre, parce que le conscient, le mental conceptuel, a vraiment des stratégies guerrières pour garder la main, la toute-puissance. Ouais, garder le contrôle. Voilà. Ça. Bien, écoute, merci Yves, en tout cas, pour ce partage. Merci parce que ça a vraiment permis de mettre un petit peu plus de clarté sur cette différence. En tout cas, peut-être presque fausse différence, hein, en tout cas. Et en tout cas, merci beaucoup Yves. À plus tard. Avec plaisir. Faut que je trouve un truc. Non mais j'ai pas coupé, le premier clap il était bon de toute façon. Tu me dis pas ça, moi. Non mais c'est bon, on y va. Un truc pas possible. Gueule, passe, digère-le, avale-le. C'est toujours 20 secondes en fait. Vas-y, bah digère-le. T'as remarqué? Ouais. Si que j'avais pas rigolé avant, c'est pour ça qu'il était pas bon. J'ai failli te faire. Non attends, T'as pas rigolé. Pas besoin de le faire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à